Lorsque l'on se projette dans l'avenir, il y a aussi l'argument avancé. C'est quelque chose qui va dans le sens de votre philosophie d'aujourd'hui. Sortez des liquidités et investissez dans des actifs, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver au dollar. Eh bien, le cash est toujours un mauvais investissement. Mais quand les gens disaient que le cash était roi il y a un an, je veux dire que c'est fou. Je veux dire que le cash ne produisait rien et qu'il allait perdre de la valeur avec le temps. Je sais que vous voulez toujours être sûr d'en avoir assez. C'est comme l'oxygène. Vous voulez être sûr que vous n'en manquerez pas, vous savez, mais vous n'en avez même pas un excédent dans une boîte. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Quant à l'argent, nous en aurons toujours assez, mais à chaque fois que nous avons un surplus d'argent, je suis malheureux. Je veux dire, je préférerais de loin avoir de bonnes affaires que du cash. Et nous avons eu une chance l'année dernière. Nous sommes arrivés avec un peu plus de 40 milliards de liquidités. Nous en avons environ 20 milliards maintenant et nous avons eu des bénéfices. Nous avons donc fait travailler beaucoup de liquidités et j'aime ça, mais je préfère posséder une bonne entreprise plutôt que d'avoir des liquidités. Et est-ce une couverture contre le dollar? Eh bien, on peut dire que tous les actifs sont une couverture contre le dollar. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que le dollar ne vaudra plus rien dans 10, 20, 30 ans. Je dis bien plus rien. L'important est de décider ce qu'il faut pour pouvoir définir ce sur quoi vous pouvez prendre une décision intelligente et ce qui dépasse votre capacité d'évaluation. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison sur des milliers et des milliers de concours, vous devez seulement avoir raison pour quelques-uns. Vous savez, je n'ai pas besoin de comprendre tous les types de business. Il y a toutes sortes d'affaires que je ne comprends pas. Mais il y a des milliers d'opportunités. J'ai compris la Bank of America, vous savez. Et je suis capable de faire ça. Je suis capable de comprendre un pourcentage donné. Je peux donc attendre là et regarder des milliers d'entreprises jour après jour. Et seulement quand je vois quelque chose que je comprends et dont le prix de vente me plaît. Alors si je balance, si je l'ai, c'est bon. Et si je le rate, c'est un strike. Mais c'est un jeu extrêmement avantageux. Et c'est une terrible erreur de penser que vous devez avoir une opinion sur tout. Vous ne devez avoir une opinion que sur un petit nombre de choses. En fait, j'ai dit à des étudiants que lorsqu'ils sortaient de l'école, ils recevaient une carte perforée avec 20 perforations. Et que c'était toutes les décisions d'investissement qu'ils devaient prendre dans toute leur vie. Ils deviendraient très riches parce qu'ils réfléchiraient très sérieusement à chacune d'elles. Et vous n'avez pas besoin de 20 bonnes décisions pour devenir très riche. Vous savez, 4 ou 5 le feront probablement avec le temps. Donc, je ne m'inquiète pas trop des choses que je ne comprends pas. Si vous comprenez certaines de ces entreprises qui se développent et que vous pouvez repérer des choses, si vous pouvez repérer Amazon par exemple, je veux dire que c'est un accomplissement formidable ce que Jeff Bezos a fait. Et je lui tire mon chapeau, pour moi c'est un merveilleux homme d'affaires, c'est aussi un type bien. Mais aurais-je pu prévoir qu'il aurait du succès et que 10 autres n'en auraient pas? Je ne suis pas assez bon pour faire ça. Mais heureusement, je n'ai pas à le faire. Vous savez que je n'ai pas à me faire une opinion sur Amazon. Et je me suis fait une opinion sur la Bank of America. Et je me suis fait une opinion sur Coca-Cola. Je veux dire que Coca-Cola existe depuis 1886. Comment en avez-vous eu connaissance? Comment trouvez-vous des choses comme PetroChina? Je me suis assis dans mon bureau et j'ai lu un rapport annuel qui, heureusement, était en anglais, et qui décrivait une très bonne entreprise, et parlait des réserves de pétrole, du raffinage, des produits chimiques et de tout le reste. Je me suis assis, j'ai lu le rapport et je me suis dit que cette société valait environ 100 milliards. Maintenant, je n'ai pas regardé le prix en premier. Je regarde d'abord l'entreprise et j'essaye de comprendre ce qu'elle vaut. Parce que si je regarde d'abord le prix, je vais être influencé par cela. Donc je regarde d'abord l'entreprise, j'essaye de l'évaluer et je regarde le prix. Et si le prix est bien inférieur à ce que je viens d'évaluer, je vais l'acheter. Et comment l'évaluer? Eh bien, c'est là toute l'astuce. Mais c'est essentiellement ce que je paierais pour l'ensemble de l'entreprise si je pouvais l'acheter. Comment savoir quand il faut jeter l'éponge sur un investissement ou une entreprise? Eh bien, ce que vous savez, vous le faites trop tard. Je me suis lancé dans le textile, par accident, en 1965. Et j'ai tout abandonné environ 20 ans plus tard. Et c'était environ 20 ans trop tard. Il y a une grande tendance à vouloir justifier les anciennes décisions. Je veux dire que c'est un trait humain.
Et quand vous savez vraiment que vous avez une mauvaise entreprise, c'est quand vous avez un bon manager et que vous obtenez de mauvais résultats. Lorsque vous obtenez de mauvais résultats avec un mauvais manager, vous devez toujours vous demander si vous pouvez obtenir de meilleurs résultats avec un meilleur manager. En général, ce n'est pas le cas. Vous savez, j'ai dit dans le passé que lorsqu'une direction ayant une réputation d'excellence rencontre une entreprise ayant une réputation de mauvaise économie, c'est la réputation de l'entreprise qui reste intacte. Et je l'ai prouvé de nombreuses fois. De 1960 à 1980, ma génération, les boomers n'aimaient pas les actions, parce que tout le monde, à mon époque, quand j'étais enfant, tout le monde disait que quiconque investissait dans le marché boursier était un joueur. Maintenant, tout le monde est dans le marché boursier. Alors comment est-ce arrivé ? Eh bien, en 1974, on a sorti ce truc appelé 401K, un compte de pension à cotisation définie offert par l'employeur. Je ne toucherai pas à ce truc, je ne toucherai pas à un 401K ou un IRA, un compte de retraite individuel. Pourquoi ? Parce que je n'y suis pas obligé. Vous savez, ils vous disent exactement quand porter le masque et quand se faire vacciner. Ils vous disent dans quoi vous pouvez investir, dans un 401K, dans un IRA. Je refuse de faire ça. Je refuse de faire ça. Et je n'ai pas à le faire. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je crée mes propres actifs. Je n'ai pas besoin du marché boursier. Tu en as besoin? Je ne dis pas de ne pas investir, je ne dis pas de ne pas avoir de 401K, de ne pas avoir d'IRA. Allez vous faire voir. Je ne vais pas me faire dire quoi faire. C'est pour ça que je suis un entrepreneur. Vous aimez qu'on vous dise ce que vous devez faire? Allez à l'école, trouvez un emploi, faites des économies, payez vos impôts, désendettez-vous et investissez dans le marché boursier? Je ne veux pas faire ça. Je vais le dire une fois de plus. Les opportunités que vous avez sont l'or, l'argent et la crypto. Ce n'est pas si grand. Et vous pouvez faire plus d'argent en plantant des pommiers. Ou encore la nouvelle donne verte dont je parlais. Donc ici, pour les actions, le gouvernement va s'assurer que cela ne s'effondre pas. L'or ne s'effondrera pas. Mais la crypto pourrait. Vous savez pourquoi? Parce que la Fed n'en veut pas. Parce que la raison pour laquelle j'aime la crypto, la raison pour laquelle j'achète du Bitcoin et de l'Ethereum et tout ça, c'est que je n'aime pas la Fed. Quand je parle à la plupart des jeunes, ils n'aiment pas la Fed non plus. Mais le problème, c'est pourquoi vous devez être plus malin. C'est que la Fed veut retirer le Bitcoin. La Banque Centrale Européenne veut le retirer. La Banque du Japon veut le retirer. La Banque de Chine veut le retirer. C'est pourquoi vous, les gars de la crypto, vous devez être plus intelligents aujourd'hui. Vous ne devez pas rester assis là à faire. Est-ce que cela a un sens pour vous? Cette conversation a dissipé beaucoup de doutes que j'avais. Parce que ça montre bien la peur que les médias peuvent provoquer sur quelque chose qui n'existe peut-être même pas. C'est vrai. Donc vous, les gars de la crypto, vous devez être plus intelligents parce que ce qui est possible, ce n'est pas encore arrivé, c'est une pièce de monnaie fédérale, ou une pièce de monnaie en yuan, ou une pièce chinoise. La Chine l'aura probablement avant les USA. Et il y aura une pièce européenne. Et ils veulent détruire le Bitcoin. Alors vous, les gars du Bitcoin, vous devez être plus malins. Donc comme je l'ai dit, je vais continuer à acheter du Bitcoin. Mais quand il dépassera 27 000 $, je vais reculer le camion. Comme je l'ai fait quand il a dépassé 9 000. Car c'est ce que font les traders. Laissez-moi vous montrer le plus gros morceau ici. C'est le futur, cela n'est pas encore arrivé, mais cela pourrait arriver. S'il y a une pièce de monnaie fédérale, ils vont se débarrasser des banques commerciales. Vous voyez, la seule façon dont l'argent peut aller sur le marché en ce moment est que la Fed imprime de l'argent. Ils donnent l'argent aux banques commerciales, comme US Banks, Bank of America et Wells Fargo. Et ils prêtent l'argent. Mais si la monnaie fédérale sort, ils n'ont pas besoin de ces banques. Et vous avez travaillé pour une banque, n'est-ce pas? Yep, Wells Fargo. Et la seule façon d'obtenir de l'argent est d'obtenir une carte de crédit, un prêt immobilier ou un prêt étudiant, n'est-ce pas? Ouais, ils ont besoin de cet historique d'accréditation. Donc s'il y a une pièce de monnaie fédérale, Wells Fargo est parti. Je ne dis pas que ça va arriver. C'est ma prédiction de ce qui pourrait arriver. Ne dites pas que je dis que ça va arriver, et tous ces trucs que vous connaissez. En même temps, si une pièce de monnaie de la Fed arrive,
Ça m'anéantit. Parce que la façon dont j'obtiens mon argent est que j'ai un grand crédit. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, Ken McElroy et moi avons emprunté 160 millions de dollars. C'est la seule façon dont l'argent entre dans le système. C'est que des types comme nous, les capitalistes, devons emprunter de l'argent. Les professeurs d'école ne peuvent pas avoir de carte de crédit, ils sont tellement stupides. Eh bien, ils obtiennent un prêt étudiant. Quelle arnaque! Mais un type comme moi va se lancer et utiliser la dette. Comme je l'ai dit ici, j'utilise la dette pour acquérir des actifs. Et je ne paye pas d'impôts. Mais ça, on ne vous l'apprend jamais à l'école. Et les banques commerciales et les entrepreneurs de l'immobilier ralentissent l'économie. Donc s'ils vont vers une pièce de monnaie fédérale, les banques commerciales et les entrepreneurs de l'immobilier sont foutus. Nous allons vers le communisme pur, ce qui est, je pense, l'intention. C'est pourquoi Kamala Harris sera la prochaine présidente. Notre MMT, vous savez, la théorie monétaire marxiste, c'est ma prédiction. Je ne dis pas que cela va vous arriver. Si vous dites que j'ai dit ça, ce n'est pas vrai. Et cela s'appelle le totalitarisme. C'est au-delà du marxisme. Il contrôle vos pensées, il contrôle votre respiration, il contrôle vos injections, il contrôle votre argent. Il contrôle comment vous obtenez votre argent, combien vous gagnez, où le dépensez-vous, où pouvez-vous voyager. Ils sauront tout de vous. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Et Robert, une chose que j'aime, qui résume bien comme tout ce dont tu parles, quand tu as tweeté sur le Bitcoin, tu as dit « Rappelez-vous, le problème n'est pas Elon Musk ou le Bitcoin, le problème c'est la Fed et le Trésor. » Oui, et c'est pourquoi un de mes amis a prédit que le Bitcoin allait atteindre 1,2 million. Je ne le sais pas. Je l'ai juste écouté. Il est beaucoup plus intelligent que moi, vous savez. Mais il dit 1,2 million. Max Kaiser dit 250 000. Certains disent 100 000. Je regarde l'argent. Je pense que l'argent va atteindre 100. Et quand l'argent monte à 100, je gagne beaucoup d'argent. Ça ne fait aucune différence. Il y a tellement de façons de s'enrichir dans une société capitaliste. Mais dès que nous passons au revenu de base universel, RBI, nous avons perdu. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que c'est là que nous allons. Donc si cela arrive, mon or et mon argent ne sont pas dans ce pays. J'aime le Bitcoin parce qu'il est portable, sans problème de stockage. C'est une monnaie importante. Alors voilà nos écoles. Allez à l'école, trouvez un emploi, devenez un petit entrepreneur. Vous savez, ouvrez une pizzeria ou autre. Je ne fais pas ça. Parce que les employés payent 40% d'impôts. Rappelez-vous que l'argent, c'est de la dette et des impôts. Les employés travaillent donc pour de l'argent et payent 40% d'impôts. Les petits entrepreneurs travaillent pour de l'argent et payent 60% d'impôts. Donc les petits entrepreneurs, les gars qui ne sont que des startups, vont payer les impôts les plus élevés. Mais les plus grands hommes d'affaires comme Elon Musk et Bill Gates et Rich Dad ici présents, nous ne payons que 20% d'impôts. Et nous sommes des investisseurs internes. Je monte mes propres affaires. Je ne touche pas aux actions, obligations, fonds mutuels, ETF. Je crée ma propre affaire, comme l'affaire de l'eau dont j'ai parlé. Je fais la nouvelle donne verte. Mais je ne paierai pas d'impôts du tout. Et c'est ce que fait l'éducation financière. Voici donc pour l'école employés et petits entrepreneurs, et voici le père riche, grandes entreprises et investisseurs. Tout le monde dans ma famille aime le football. Je me souviens que je jouais toujours dans la rue. Un jour, mon père est venu et m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas au club quand je travaille ?» J'ai répondu « Oui, pourquoi pas ?» Et j'ai commencé à jouer à la même routine, à aller tous les jours à l'entraînement. Et j'aime ça, le fait de faire partie d'une équipe. Et je m'entraînais tous les jours, et mon père était là pour m'aider. Eh bien, au début, j'ai senti que j'étais différent des autres enfants. Oui, je le sentais. Mais je ne pensais même pas qu'un jour, je serais professionnel. Et que je jouerais, par exemple, à Manchester United, et autres, même dans le sport. Je joue juste, vous savez, pour m'amuser. Mais je n'ai jamais pensé que c'était comme « Hey, j'ai des talents et je vais devenir professionnel ». Au début, je ne le sentais pas. C'est très important pour moi. Je suis toujours un joueur compétitif. Et pas seulement pendant les matchs, je suis comme ça à la maison, avec mes sœurs et ma mère.
avec mes neveux. J'essaye toujours de me battre et de gagner. Je suis comme ça. Je ne changerai jamais. Parce que j'aime ça. J'aime ce que je fais, j'aime ma vie, je suis une personne heureuse. Donc la compétition fait partie de ma vie. Donc à Madère et à Madrid, en Angleterre, j'étais à fond dans la compétition. Donc ça fait partie de moi. Vous savez, je respecte les gens, mais bien sûr, je ne suis pas d'accord. Parce que les vraies personnes qui me connaissent savent qui est Cristiano. Vous comprenez? Donc je ne peux pas changer l'esprit des autres personnes. Peut-être que parfois, sur le terrain, je montre quelque chose que les gens ne veulent pas ou n'aiment pas. Mais c'est ma façon de penser. Parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et je ne souris pas beaucoup pendant les matchs parce que j'essaye d'être concentré. Mais sur ce point, je comprends certaines personnes parce que, vous savez, dans la vie, ce sont les gens qui nous jugent. Et je pense que parfois ce n'est pas juste, mais vous savez, nous devons vivre avec ça. Vous devez travailler. J'ai essayé de le faire presque tous les jours. C'est pourquoi je suis au top niveau depuis de nombreuses années. Je pense que ce n'est pas ma confiance. C'est parce que je fais des efforts supplémentaires en dehors du terrain. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu es un très très bon joueur talentueux, mais tu es très maigre, très mince. » Et je me suis mis en tête que le corps, on peut l'améliorer. On peut s'améliorer. Tu vas à la salle de gym, tu te dévoues, tu travailles dur, on peut s'améliorer. Alors je me suis amélioré. L'athlétisme signifie beaucoup. Pour moi, je pense que les petits détails dans la main vont faire une énorme différence pour se comparer aux autres joueurs. Donc je pense que c'est très important de faire ce genre de travail. Et je pense que ça marche bien pour moi. C'est pourquoi je suis en bonne forme presque toute l'année. Et je veux continuer comme ça, parce que ça m'a beaucoup aidé. Je ne fais pas ce genre de travail parce que j'y suis obligé. C'est parce que ça fait partie de moi. Pour moi, dans mon esprit, je suis le meilleur. Si vous ne pensez pas de cette façon en tant qu'être humain, si vous ne pensez pas que dans votre travail vous êtes le meilleur, s'il ne pense pas que dans son travail de caméraman il est le meilleur, s'il ne pense pas qu'il est le meilleur représentant de Nike, alors nous n'avons pas d'ambition. Je dois penser que dans mon travail je suis le meilleur. Je ne le suis peut-être pas, mais dans mon esprit je suis le meilleur. Avez-vous des records de match? Rien. Zéro. J'essaye juste de faire de mon mieux, chaque saison, pour gagner le soulier d'or. Croyez et suivez vos rêves. Travaillez dur. Beaucoup de personnes importantes, et des personnes que je respecte beaucoup, surtout mon père et ma mère, me donnent toujours du respect. Tu dois les respecter. Si tu veux être respecté, tu dois respecter les autres. Et c'est ce que j'ai toujours en tête. Si vous regardez ma carrière au cours des 6 ou 7 dernières années, je suis toujours à un niveau similaire. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, c'est un long processus. C'est une question de dévouement et de travail acharné. Et pour l'avenir, je vais essayer de maintenir le même niveau. Je vais me pousser jusqu'à ce que mon corps me donne de bons résultats. C'est pourquoi je profite du présent. Et je ne pense pas beaucoup à l'avenir, parce que je sais que l'avenir sera bon aussi. Mais je profite simplement de ces moments. Je me sens bien, mon corps est bien. C'est peut-être les meilleurs moments de ma carrière jusqu'à présent, et je veux continuer ainsi. J'ai dit, je ne peux pas bouger. J'ai dit, il y a un choc qui traverse tout mon corps. Je ne sens plus rien, mec. Je me souviens encore du jour où j'étais dans la salle de cinéma en train de regarder un match, et je regardais l'équipe California Bears, et mon entraîneur des arrières défensifs, Larry Slade, est entré dans la salle. Il a dit, Inky Johnson, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. J'ai laissé tomber la télécommande et j'ai dit, coach, qu'est-ce que c'est? Il a dit, fiston, tu es projeté dans le top 30 draft pick. Il a dit, tout ce que tu as à faire est de jouer ces 10 prochains matchs de football, tu seras automatiquement multimillionnaire. J'ai couru hors de la pièce, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère et ma grand-mère, j'ai dit, écoutez, après cette saison, nos vies vont changer pour toujours. Et j'étais loin de me douter que nos vies étaient vraiment sur le point de changer. Au premier match, on joue contre California Bears. Je fais une interception, on les arrête et on gagne. Dans le deuxième match, on joue contre Air Force. Il se fait tard dans le match, on se retrouve dans un combat de chiens. Et j'ai abordé un plaquage comme j'aborde n'importe quel autre plaquage. Et la façon dont je l'aborde, c'est soit je vais te mettre KO, soit tu vas me mettre KO. Je fais 75 kilos, je ne peux pas jouer avec n'importe qui. Mais au point de contact, quand j'ai cogné ce gars, il s'est passé quelque chose de différent qui ne m'était jamais arrivé auparavant dans ma vie. Je l'ai cogné et c'est comme si chaque souffle de mon corps était parti.
Mon corps est devenu complètement mou. Je suis tombé sur le sol et je me suis évanoui. J'ai regardé le docteur parce que je ne sentais plus mon bras droit. Il m'avait piqué avec toutes sortes d'aiguilles en disant « Inky, tu sens ça? Tu sens quelque chose ?» Je ne sentais rien du tout. Ils m'ont repris, ils ont fait les scanners et m'ont ramené dans ma chambre. Et je n'oublierai jamais ça. En l'espace d'environ 15 secondes, j'étais allongé dans mon lit. Mon père a fait un pas en avant. Il m'a regardé et il a dit « Fils, je ne peux pas y croire. » Et il est sorti. Ma mère est entrée, elle courait. Elle m'a embrassé sur le front, elle a dit une prière, elle a dit « Inky, tout va bien se passer » et elle est partie en courant. Dès que ma mère est sortie de la pièce, le médecin s'est précipité de l'autre côté et a dit « Hey, venez ici, on doit ramener ce type en chirurgie d'urgence, il est sur le point de mourir !» J'ai dit « Quoi ?» J'ai dit « Ma mère vient de me dire que tout allait bien se passer. » Il a dit « Fiston, ce qui s'est passé, c'est que l'artère sous-clavière de votre poitrine est rompue, tu fais une hémorragie interne. Nous devons vous ramener d'urgence et retirer la veine principale de votre jambe gauche pour la brancher sur votre poitrine afin de vous sauver la vie. » Et quand je me suis réveillé, le même médecin se tenait au-dessus de mon lit. Il a dit « Inky, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. » J'ai répondu « Vous avez une mauvaise nouvelle pour moi après m'avoir dit que j'étais sur le point de mourir? Je suis toujours en vie. » Comment ça pourrait être pire? Je suis toujours là. Il a dit « La bonne nouvelle, c'est que, fils, on t'a sauvé la vie. » J'ai dit « Merci, monsieur. » Il a dit « La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez des lésions nerveuses à l'épaule droite. Tu ne pourras probablement plus jamais jouer au football de toute ta vie. » J'ai dit « Docteur, je ne veux pas vous manquer de respect, mais il me reste 8 matchs à jouer. J'ai travaillé pour cela depuis que j'ai 7 ans. Doc, il n'y a pas moyen. Mon Dieu, pas maintenant, mon Dieu. Laisse-moi atteindre la NFL pour que je puisse aider ma famille d'abord. Regarde comment on a raté les repas. » J'ai dit « Il n'y a pas moyen, j'ai jamais triché moi-même. J'ai donné tout ce que j'avais et je respecte ça. Et je n'ai jamais triché. Il n'y a pas moyen que ma carrière soit terminée. J'ai dit « Envoyez-moi à la clinique Mayo. » Et après plusieurs visites, que je n'oublierai jamais, c'est là que la réalité s'est imposée. Moi, ma mère et mon père étions dans la pièce, et les médecins sont entrés et ont dit « Inky Johnson, voici le problème. » Ils ont dit « Fiston, on déteste te le dire, mais ton bras ne sera plus jamais le même, ta main ne sera plus jamais la même. Fils, tu ne pourras plus jamais jouer au football. » Ils ont dit « Fils, voici tes options chirurgicales. Nous pouvons retirer le muscle de l'arrière de ta jambe gauche et le brancher sur ton bras droit, mais il est possible que tu restes avec une jambe gauche et un bras droit faible pour le reste de ta vie. Ou nous pouvons retirer un nerf de votre bras gauche, le faire passer par votre poitrine et le faire descendre dans votre bras droit, mais il est possible que vous vous retrouviez avec 2 bras faibles pour le reste de votre vie. Ou nous pouvons retirer un nerf de votre côte gauche, le faire remonter dans votre poitrine et le faire descendre dans votre bras droit, mais il est possible que vous ayez un problème respiratoire et un bras droit faible pour le reste de votre vie. Au fait, dites-nous ce que vous voulez faire demain matin. » Et le lendemain matin, je suis entré dans le bureau du médecin, ils m'ont dit « Fils, quelle option as-tu choisi ?» J'ai répondu « Sans vouloir vous manquer de respect, docteur, je ne choisis aucune option. Ma situation n'est pas entre vos mains. » J'ai dit « Sans vouloir vous manquer de respect, docteur, coupez-moi là où vous devez me couper. » J'ai dit « Je sais que je vais m'en sortir. » Alors que je me tiens ici sur cette scène devant vous aujourd'hui, ils m'ont coupé 6 fois le long de ma cuisse gauche. Ils m'ont coupé 2 fois à travers ma côte droite. Ils m'ont coupé 2 fois à travers mon pectoral droit. Ils m'ont coupé 1 fois sur le côté gauche de mon cou. 1 fois sur le côté droit de mon cou. Ils m'ont coupé du bas de mon aisselle droite jusqu'au bas de ma main. Et après avoir fini de m'opérer, ils ont dit « Fils, tu vas rester dans cet hôpital pendant les 40 prochains jours. » Je suis sorti de l'hôpital le 3e jour. Ils ont dit « Tu as battu un record, comment as-tu fait ?» Et j'ai répondu « Avant tout, je veux que vous compreniez tous que je ne laisserai jamais une circonstance ou une situation définir ma vie. Mais le plus important, vous savez ce que j'avais investi? J'ai investi dans l'apport de compétences. J'avais travaillé toute ma vie. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en étant déterminé à poursuivre quelque chose, il faut s'y engager. Et ce qu'est l'engagement, c'est rester fidèle à ce que vous avez dit que vous alliez faire, longtemps après que l'humeur dans laquelle vous l'avez dit soit partie. Vous voyez, les gens pensent que s'engager, c'est dire oui, je vais le faire les jours où je me sens bien, mais je me suis engagé dans tout ce que j'ai commencé dans ma vie, et je ne me suis jamais arrêté, et je n'ai jamais abandonné. Et donc, en m'engageant dans tout ce que j'ai commencé, je l'ai terminé. Cela construit un certain type d'esprit. Cela construit un certain type de mentalité. Ça a construit un certain type d'individu. Et donc maintenant, je ne pourrai pas abandonner, même si je le voulais. Je ne pourrai pas m'allonger dans le lit, même si je le voulais. Je ne pourrai pas m'arrêter, même si je le voulais. J'avais trop d'apports de compétences dans ma vie et dans tout ce que je faisais. J'ai compris que le processus est plus important que le produit. Ce n'était pas une question de résultat pour moi, que j'aille en NFL ou non. C'était sans importance dans le plan de Dieu pour ma vie. Mais j'allais tomber amoureux de ce processus, parce que j'avais compris qu'en tombant amoureux de ce processus, j'allais devenir une machine. Beaucoup de gens ont besoin d'un peu d'argent pour se motiver. Beaucoup de gens ont besoin, vous savez, peu importe le cas, d'un petit bonus pour se motiver. Je n'ai besoin de rien, mais d'un souffle dans mon corps et juste la vie. Et chaque jour, quand je me réveille, je comprends que j'ai 2 enfants qui dépendent de moi. Je comprends que j'ai une femme qui dépend de moi. Je comprends que le monde a besoin de moi. Si j'aborde la vie avec autant de passion et de zèle, c'est parce que je sais que chaque jour de ma vie, il y a quelqu'un dans le monde qui dépend de moi.
Ce n'est peut-être pas vous, et s'il ne s'agit que de vous, vous avez des problèmes, parce que je vous le dis, vous allez rencontrer quelque chose dans la vie qui est beaucoup plus dur que vous, et qui va tester votre volonté et votre cœur. Et s'il ne s'agit que de toi et du produit, ça va t'écraser. Chaque jour quand je me lève, je comprends qu'il y a quelqu'un dans le monde libre qui me regarde pour voir si je vais continuer, et donc je ne peux pas abandonner. Et donc je suis retourné à l'école la semaine suivante après qu'il m'ait sauvé la vie. J'étais de retour en classe. J'ai dû réapprendre à écrire. J'ai dû réapprendre à marcher. J'ai dû réapprendre à lasser mes chaussures. Je devais réapprendre à me laver. J'ai dû réapprendre à vivre ma vie. Jamais je n'ai dit « laissez-moi rentrer chez moi, j'ai besoin d'une pause ». Vous voyez ce que nous devons comprendre à propos de tout ce dont nous faisons partie, c'est que c'est d'abord et avant tout une bénédiction de Dieu. Et quand c'est une bénédiction, on ne peut s'empêcher d'y donner tout ce qu'on a. Et ma vie a été sauvée, ma vie a été épargnée. J'ai failli mourir. Le docteur est venu me voir sur le terrain. Il était à genoux et il a attrapé mon poignet. Et il a dit « Fils, tu n'as pas de pouls. Je ne sais même pas pourquoi tu es encore en vie. » La chose à propos de ça, ma blessure, comme vous pouvez la voir. Vous pouvez voir mon bras. Ma blessure est visible. Mais il y a beaucoup de personnes dans cette pièce qui sont blessées. Et vous ne pouvez pas le voir. C'est interne. Et donc les opportunités que nous laissons passer pour être une bénédiction pour d'autres personnes, nous pouvons leur sauver la vie avec une seule rencontre. Lors de ma dernière visite chez le médecin, ils sont venus me voir et m'ont dit « Désolé Nicky Johnson, vous ne pourrez plus jamais utiliser ce bras ou cette main de votre vie !» J'ai dit « Sans vouloir vous manquer de respect, Doc, mais je vais utiliser ce bras et cette main tous les jours pour le reste de ma vie, par la façon dont je vis ma vie. Chaque jour, je vais avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Tous les jours, je vais donner du pouvoir à quelqu'un. Chaque jour, je vais inspirer quelqu'un. Tous les jours, je vais encourager quelqu'un. » Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.